Les États-Unis produisent plus de pétrole que jamais. En fait, les États-Unis extraient plus de pétrole que n'importe quel autre pays dans toute l'histoire du monde. Nous allons forer, bébé, forer. Les États-Unis envoient près d'un tiers de leur pétrole simplement pour l'échanger contre du pétrole venant d'ailleurs. C'est l'histoire de la folle révolution pétrolière de l'Amérique et pourquoi elle ne donnera toujours pas l'indépendance énergétique aux États-Unis. Voici le graphique des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et à la surprise de beaucoup, les États-Unis sont tout en haut. En fait, rien que l'année dernière, les États-Unis ont produit environ 21 millions de barils de pétrole chaque jour. C'est presque le double de ce que la Russie ou l'Arabie Saoudite produisent individuellement, et même légèrement plus que ce que les États-Unis consomment chaque jour. Pourtant, pendant des décennies, on nous a fait croire que les États-Unis dépendent du pétrole étranger. Et chose étrange, c'est encore en partie vrai. Même aujourd'hui, après la Chine, les États-Unis restent le deuxième plus grand importateur de pétrole brut au monde, achetant à une quinzaine de pays différents, dont le Canada, le Mexique, le Guyana et l'Arabie Saoudite. Ces importations, en particulier celles provenant d'Arabie Saoudite, pourraient désormais être menacées car l'Iran envisage de fermer le détroit d'Ormuz en représailles aux frappes américaines. B2. Je sais ce que vous allez dire. Les États-Unis n'importent que 7% de leur pétrole total d'Arabie Saoudite. Pas besoin de s'inquiéter du détroit d'Ormuz. J'ai une surprise pour vous. Vous voyez, les États-Unis exportent aussi une énorme partie de leur propre pétrole, environ 4 millions de barils chaque jour, puis ils achètent ensuite 6,5 millions de barils par jour à d'autres pays. Donc, même si un plus petit nombre de pétroliers sont retirés du marché dans le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole augmentera partout dans le monde. Cela peut être une bonne nouvelle pour les producteurs américains, mais pas pour les consommateurs. Donc la question se pose. Pourquoi ? Pourquoi les États-Unis exporteraient-ils du pétrole qu'ils possèdent déjà pour en importer davantage d'ailleurs ? Pour comprendre la raison principale, que nous aborderons dans la seconde partie, il faut d'abord explorer le paradoxe de l'écosystème pétrolier américain. Comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. Très bien, commençons. En commençant par le fait que la production pétrolière quotidienne des États-Unis est supérieure à celle des grands pays producteurs de pétrole. Vous connaissez probablement l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Russie. Mais les États-Unis ne se classent qu'au 11e rang en ce qui concerne la taille réelle des réserves de pétrole. Selon des données récentes, les États-Unis possèdent environ 36,5 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées. Maintenant, je sais que des milliards, ça paraît énorme. Mais pour comparer, le pays qui est en tête en termes de réserves de pétrole, le Venezuela, possède environ 300,28 milliards de barils de pétrole. Des pays comme l'Arabie Saoudite, le Canada et l'Iran possèdent également des réserves de pétrole nettement supérieures à celles des États-Unis. Alors, comment les États-Unis parviennent-ils à produire autant de pétrole malgré leurs réserves relativement modestes ? Tout cela dépend de l'approche unique des États-Unis en matière de production pétrolière et de leur politique d'exploitation stratégique des ressources. Vous voyez, des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar ne cherchent pas à extraire autant de pétrole qu'ils le peuvent chaque jour. Au lieu de cela, ils adoptent une approche stratégique en contrôlant soigneusement leur production pour éviter d'inonder le marché, ce qui ferait chuter les prix mondiaux du pétrole. En effet, la vente de pétrole est cruciale pour leurs économies. Donc, maintenir des prix stables et élevés est très important pour eux. Je ne peux pas mieux l'expliquer avec des mots. Alors je vais utiliser ma chose préférée au monde, les graphiques. Ici, vous pouvez voir le produit intérieur brut de l'Arabie Saoudite et les prix du pétrole brut. Ici, vous voyez le produit intérieur brut de l'Arabie Saoudite à côté des prix mondiaux du pétrole. Notez leur lien étroit. Quand les prix du pétrole montent, l'économie saoudienne prospère. La baisse des prix nuit à leur économie. Cela crée une énorme vulnérabilité. Des pays comme l'Arabie Saoudite dépendent fortement des revenus pétroliers, mais ils ne peuvent pas contrôler totalement les prix mondiaux du pétrole, tout simplement parce que le marché pétrolier est immense, animé par d'innombrables acheteurs et vendeurs. Par exemple, si un pays comme l'Iran injecte soudainement du pétrole supplémentaire sur le marché pour financer une guerre ou résoudre une crise économique, l'augmentation de l'offre fait chuter les prix brutalement. Cette baisse des prix nuit directement à d'autres pays dépendants du pétrole, comme l'Arabie Saoudite, même s'ils n'étaient pas impliqués dans cette offre supplémentaire. C'est pourquoi dans les années 90, l'Arabie Saoudite a mis en place une stratégie qui a étonné tout le monde. Une méthode pour gérer efficacement leur production pétrolière quotidienne, stabiliser les prix et protéger leur économie. Nous approfondirons ce sujet plus tard. Mais retenez que les pays exportateurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite doivent contrôler minutieusement leur production quotidienne pour maintenir des prix stables. Les États-Unis
contrairement à d'autres pays, préfèrent maintenir les prix du pétrole aussi bas que possible, sans se soucier de les garder élevés. C'est parce que nous dépendons aussi du pétrole, mais dans le sens opposé à l'Arabie Saoudite. Nous aimons utiliser le pétrole, et cela signifie que nous sommes acheteurs, donc nous voulons que les prix soient de bas. C'est pourquoi l'Amérique exploite agressivement ses réserves de pétrole, en produisant autant qu'elle le peut. Plus il y a de pétrole sur le marché, plus son prix est bas. Cette approche et les avancées technologiques dans l'extraction pétrolière ont permis aux États-Unis de devenir le plus grand producteur mondial de pétrole, malgré des réserves inférieures à celles d'autres pays riches en pétrole. Vous voyez, au début des années 1900, les États-Unis, tout comme le reste du monde, ne dépendaient pas vraiment du pétrole. Parce que des sources d'énergie comme le charbon dominaient encore la vie quotidienne. Le pétrole était abondant, mais il n'y avait pas vraiment d'urgence à l'utiliser. Cependant, à l'aube de la Première Guerre mondiale, la situation a rapidement évolué. Le pétrole s'est révélé avoir des avantages uniques que le charbon ne pouvait égaler. Contrairement au charbon, le pétrole était facile à transporter, simple à stocker, et pouvait alimenter non seulement les navires et les usines, mais aussi les véhicules terrestres et les avions dans le ciel. En d'autres termes, le pétrole devenait une nouvelle forme d'arme stratégique, une ressource militaire essentielle dont les pays comprenaient qu'ils avaient besoin. Cette nouvelle réalité était rapidement devenue évidente pour la marine américaine. Ils ont compris que leurs navires seraient plus rapides, plus efficaces et stratégiquement plus puissants s'ils étaient alimentés par du pétrole plutôt que par du charbon. Pour conserver cet avantage, la marine a rapidement cherché à sécuriser un accès régulier au pétrole étranger, notamment du Mexique et des Caraïbes, qui possédaient d'importantes réserves et étaient assez proches pour approvisionner efficacement l'Amérique. Mais dès le début de la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands, les U-Boots, ont commencé à attaquer et couler les navires pétroliers traversant l'Atlantique. La dépendance de l'Amérique au pétrole étranger est soudainement devenue une vulnérabilité majeure, poussant le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour augmenter la production pétrolière nationale. Le gouvernement a investi massivement en argent, main-d'œuvre et recherche scientifique pour découvrir et extraire du pétrole en France. Cela a mené à la création du Bureau des mines des États-Unis. En 1910, une agence dédiée à la recherche de nouvelles méthodes pour extraire, raffiner efficacement et transporter en toute sécurité le pétrole sur de longues distances, surtout en temps de guerre. Grâce à ces avancées, le Texas, l'Oklahoma et la Californie sont devenus d'importants centres de production pétrolière, faisant rapidement des États-Unis le plus grand producteur de pétrole au monde. En 1914, l'Amérique produisait 70% du pétrole mondial. En fait, rien que pendant la Première Guerre mondiale, la production pétrolière américaine a augmenté d'environ 50%, dépassant les 500 millions de barils par an à la fin de la guerre. Cette expansion incroyable a permis d'alimenter non seulement les efforts militaires américains, mais aussi de soutenir les alliés de l'Amérique, qui avaient désespérément besoin de sources fiables de pétrole. À peu près à la même époque, les grandes puissances européennes comme la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas ont également compris que le pétrole devenait la source d'énergie du futur. Ces pays ont créé de grandes compagnies pétrolières internationales comme Shell et British Petroleum pour sécuriser et développer des réserves mondiales de pétrole. Pendant ce temps, aux États-Unis, on développait une innovation qui allait faire exploser la demande nationale en pétrole. Le 7 juillet 1919, un convoi militaire américain a quitté Washington, district de Columbia, pour San Francisco, en traversant le pays. Parmi le personnel impliqué se trouvait un jeune officier de l'armée nommé Dwight D. Eisenhower, qui deviendrait plus tard président. Leur mission était d'inspecter de près le réseau routier et les infrastructures de transport des États-Unis en traversant directement le pays en voiture. Ce qu'ils ont vu était totalement inattendu et troublant. Les routes étaient principalement en terre, pleines de nids de poules, de terrains accidentés et devenaient boueuses après la pluie. Les conditions étaient si mauvaises que par moments, le convoi atteignait une vitesse moyenne de seulement 8 km/h, rendant le voyage à travers le pays incroyablement lent et frustrant. Cette expérience a eu un impact profond sur Eisenhower. Il a rapidement compris que de bonnes routes n'étaient pas simplement une question de commodité, mais un enjeu crucial de sécurité nationale. Des décennies plus tard, lorsque Eisenhower est devenu président dans les années 1950, il s'est souvenu de ce voyage et a agi en conséquence. En 1956, il a signé la loi sur l'aide fédérale aux autoroutes, qui a créé le système d'autoroutes inter-États, un réseau national moderne de routes de haute qualité, reliant les grandes villes, les petites villes et les installations militaires à travers l'Amérique. Une décision qui allait transformer radicalement la vie américaine. Les autoroutes ont permis le transport efficace des marchandises, stimulé le commerce interétatique et encouragé des millions d'Américains supplémentaires à acheter et à conduire régulièrement des automobiles. Mais même pendant ces années prospères du milieu du XXe siècle, certains décideurs à Washington prévoyaient un problème.
Ils craignaient que les propres champs pétrolifères de l'Amérique ne finissent par ne plus suffire à une demande en forte croissance. Heureusement, vers la même période, le pétrole étranger, notamment du Moyen-Orient, est apparu comme une alternative attrayante, de par son abondance et son moindre coût. Le Moyen-Orient venait de découvrir ses immenses réserves pétrolières. L'Arabie Saoudite a vite accru sa production, devenant un acteur clé du marché pétrolier mondial. Non seulement la région possédait d'énormes réserves, mais elle pouvait aussi extraire et raffiner le pétrole à des coûts nettement inférieurs. Des investissements judicieux et une situation géographique idéale ont encore renforcé l'avantage concurrentiel de l'Arabie Saoudite. Mais le simple fait de disposer de pétrole bon marché et abondant ne suffisait pas. Ils avaient aussi besoin d'un grand marché. L'industrialisation mondiale, surtout aux États-Unis, le leur a offert. La demande de pétrole a grimpé en flèche avec la multiplication des usines et l'invasion des routes américaines par des millions de voitures. Les pays du Moyen-Orient étaient idéalement placés pour répondre à cette soif mondiale croissante de pétrole. Les décideurs américains ont en fait débattu de la question de savoir si l'importation délibérée de plus de pétrole pourrait permettre de préserver les propres réserves du pays pour l'avenir, mais ils ont finalement rejeté l'idée de dépendre fortement du pétrole étranger. En 1957, un comité gouvernemental a averti que l'augmentation des importations découragerait le forage national, affaiblissant la sécurité nationale. Si l'approvisionnement étranger était perturbé, les États-Unis seraient vulnérables, une prédiction qui se réaliserait dans les années 70. Mais en 1959, le président Eisenhower a imposé des quotas d'importation, limitant strictement le pétrole étranger, pour protéger les producteurs nationaux. L'objectif était de garantir que les États-Unis disposent toujours d'une industrie pétrolière solide et d'une capacité suffisante en cas d'urgence. L'Amérique était restée en grande partie autosuffisante jusqu'au début des années 60. Mais à la fin des années 60, les champs pétrolifères américains, en particulier au Texas, ont commencé à atteindre leur apogée. En 1970, la production pétrolière nationale a atteint un record d'environ 9,6 millions de barils par jour. Après ce point, la production a commencé à diminuer. Cependant, la demande ne cessait d'augmenter. Les voitures consommaient plus d'essence et l'économie poursuivait sa croissance. L'importation de pétrole est rapidement devenue indispensable pour maintenir le fonctionnement de tout. Face aux pénuries de carburant, le président Nixon a levé les quotas d'importation instaurés par Eisenhower en 1973, au moment même où les importations de pétrole des États-Unis atteignaient environ 30% de la consommation totale. À partir de ce moment-là, les États-Unis ont commencé à devenir fortement dépendants du pétrole étranger, une situation qui rendait de plus en plus de responsables politiques mal à l'aise. Il est rapidement devenu clair combien la dépendance de l'Amérique au pétrole étranger pouvait être risquée. En octobre 1973, une guerre a éclaté au Moyen-Orient, la guerre du Kippour, et lorsque les États-Unis ont apporté une aide militaire à Israël, les exportateurs de pétrole arabes ont riposté. Ils ont imposé un embargo sur les livraisons de pétrole vers l'Amérique, coupant brusquement l'approvisionnement. L'approvisionnement en pétrole brut du Moyen-Orient vers les ports américains a soudainement chuté de manière significative. Cela a provoqué une panique généralisée. Les prix mondiaux du pétrole se sont envolés, doublant d'abord puis quadruplant en seulement quelques mois. Dans toute l'Amérique, les automobilistes étaient confrontés à de longues files d'attente dans les stations-service et à des pompes à sec. L'essence est soudainement devenue rare et a dû être rationnée. À ce moment-là, des mesures drastiques devaient être prises. Une mesure clé fut la création de la réserve stratégique de pétrole en 1975. Ce programme prévoit le stockage de centaines de millions de barils de pétrole dans de vastes cavernes de sel souterraines. Cette réserve stratégique a fourni à l'Amérique une réserve d'urgence de pétrole, prête à être utilisée en cas de besoin. Aujourd'hui, c'est la plus grande réserve d'urgence de pétrole connue au monde, stockée dans d'immenses réservoirs souterrains, en Louisiane et au Texas, capable de contenir jusqu'à 714 millions de barils. Depuis le début du conflit israélo-iranien, les prix du pétrole brut ont bondi de 10%. Et avec la fermeture du détroit d'Ormuz, les prix du pétrole brut risquent de grimper en flèche et une guerre totale pourrait éclater. Le gouvernement américain a créé des réserves stratégiques de pétrole et essayé de réduire la demande globale de pétrole. Par exemple, il a instauré une limitation de vitesse nationale à 55 miles par heure sur les autoroutes pour économiser du carburant. Le gouvernement a aussi mis en place des normes fédérales d'économie de carburant pour la première fois, obligeant les nouveaux véhicules à consommer l'essence plus efficacement. De plus, en 1974, les États-Unis se sont associés à d'autres importateurs de pétrole pour créer l'Agence internationale de l'énergie, afin d'améliorer la gestion des approvisionnements mondiaux en pétrole et des crises. Un mois après l'arrêt des exportations de pétrole arabe, le gouvernement américain a approuvé la construction de l'oléoduc Trans-Alaska. Terminé en 1977, cet oléoduc a significativement accru la production pétrolière nationale en acheminant le pétrole brut du nord de l'Alaska jusqu'au port du sud. En même temps,
Le gouvernement a encouragé l'exploration et le forage pétrolier supplémentaire, aussi bien en mer qu'à terre, dans plusieurs États. En dépit de ces actions, la dépendance américaine au pétrole étranger a persisté à augmenter durant les années 70. Peu de temps après, une autre crise a éclaté. En 1979, une révolution a éclaté en Iran, alors un important producteur mondial de pétrole. Le gouvernement iranien s'est effondré, entraînant le retrait de millions de barils de pétrole des marchés mondiaux. Les exportations de l'Iran ont chuté brusquement, provoquant la panique et doublant les prix du pétrole en peu de temps. L'impact a aussi durement touché les États-Unis. Comme lors de la crise de l'essence de 1973, les stations-service peinaient à maintenir suffisamment de carburant, entraînant des files d'attente interminables et un rationnement. Subir 2 chocs en une seule décennie a clairement révélé la vulnérabilité du pays. Tant que les États-Unis dépendaient fortement du pétrole étranger, des événements se produisant loin de chez eux, qu'il s'agisse de révolutions, de guerres ou de troubles politiques, pouvaient instantanément perturber la vie quotidienne, faire grimper les prix de l'essence et déstabiliser toute l'économie. Après ces chocs répétés, les États-Unis ont compris qu'ils devaient réduire leur dépendance au pétrole étranger, ou risquer des bouleversements économiques à chaque fois que des conflits éclatèrent à l'étranger. Éliminer totalement la dépendance au pétrole étranger était irréaliste et prendrait des décennies. Comme nous l'expliquerons bientôt, la seule alternative pratique était de gérer et contenir les conflits à l'étranger. C'est précisément pourquoi, en janvier 1980, le président Jimmy Carter a modifié définitivement la politique américaine. Il a déclaré que le pétrole du Golfe Persique était vital pour les intérêts nationaux américains. Le président Carter a averti que toute tentative d'une puissance hostile de contrôler la région du Golfe serait contrée par l'armée. Cette déclaration, nommée Doctrine Carter, fut une réponse directe à 2 grandes crises de la fin des années 1970. Dès lors, les États-Unis ont conservé une présence militaire importante dans le Golfe Persique. Ils ont établi des bases, noué des partenariats sécuritaires avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, et déployé des navires pour sécuriser les routes pétrolières. La marine américaine est devenue le gardien du transport pétrolier mondial, veillant à ce que les pétroliers puissent traverser les points de passage stratégiques, transportant le nerf vital de l'économie mondiale. C'est pourquoi, en ce moment même, 2 groupes aéronavals américains, menés par l'USS Nimitz et l'USS Carl Vinson, sont positionnés dans la mer d'Arabie, donnant au commandement central l'accès à plus de 120 avions de chasse embarqués. À l'intérieur du Golfe, la 5e flotte opère 14 navires de patrouille et de lutte contre les mines stationnés en permanence dans la région, ainsi que les 4 USS Canberra, déployés pour des missions d'escorte. De plus, des dizaines d'appareils avancés comme les F-22 Raptor, les F-35 Lightning II et les ravitailleurs KC-10 sont stationnés dans la région, prêts à intervenir si l'Iran intensifie davantage les tensions. De plus, les alliés américains fournissent aussi d'importantes ressources militaires. Par exemple, la frégate britannique de type 23, Her Majesty's Ship Lancaster, est basée en permanence à Bahreïn, tandis que la France déploie des centaines de soldats et des avions de chasse Rafale depuis ses bases du Camp de la Paix et d'Al-Dafra. Les forces maritimes combinées, une alliance de 46 nations incluant la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et l'Australie, déploient fréquemment des destroyers et patrouilleurs sous l'égide de la Task Force Sentinelle, chargée d'escorter les pétroliers en sécurité à travers le détroit d'Ormuz. Tout cet immense effort militaire existe dans un seul but, maintenir l'écoulement du pétrole de façon constante, jour et nuit. Après la doctrine Carter, à la fin des années 1970, la décennie suivante s'est avérée favorable à l'Amérique, bien que brièvement. Les efforts de conservation et les nouvelles sources de pétrole ont permis une baisse temporaire des importations américaines de pétrole. Les prix élevés du pétrole avaient poussé les Américains à réduire leur consommation de carburant en optant pour des voitures plus compactes et économes et en baissant leur thermostat. Ainsi, la consommation de pétrole américaine est restée stable ou a légèrement baissé au début des années 1980. Parallèlement, l'approvisionnement pétrolier hors organisation des pays exportateurs de pétrole a considérablement augmenté. De nouveaux gisements pétroliers majeurs sont entrés en production sur la pente nord de l'Alaska, en mer du Nord, près du Royaume-Uni et de la Norvège, et au Mexique. En 1982, ces évolutions avaient réduit la dépendance des États-Unis au pétrole importé d'environ 28%, contre près de 50% à la fin des années 1970. Au fur et à mesure que les pays non membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole augmentaient leur production, le contrôle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sur le marché pétrolier mondial s'est affaibli. En 1986, il y avait un excédent de pétrole dans le monde entier, ce qui a provoqué un effondrement spectaculaire des prix du pétrole, tombant en dessous de 15 $ le baril, bien loin des prix de panique d'autrefois. Les bas prix du pétrole à la fin des années 80
ont soulagé les consommateurs américains, mais ont aussi engendré de la complaisance. Le pétrole étant redevenu abondant et bon marché, la consommation américaine a de nouveau augmenté. Durant le boom économique des années 90, les gros véhicules énergivores, comme les véhicules utilitaires sport et les pick-up, ont gagné en popularité. Les Américains ont massivement acheté ces grands véhicules, entraînant une hausse constante de la consommation de pétrole aux États-Unis. En 1990, l'Amérique importait à nouveau environ la moitié de son pétrole, au pire moment possible. En août, une nouvelle crise au Moyen-Orient a montré aux États-Unis à quel point leur dépendance au pétrole étranger était devenue risquée. Le dictateur irakien Saddam Hussein a envahi le Koweït, s'emparant de ses champs pétrolifères et menaçant l'Arabie Saoudite d'être la prochaine cible. En réponse, le président George Herbert Walker Bush a affirmé que l'agression de l'Irak menaçait l'économie des États-Unis, qui importent maintenant la moitié de leur pétrole. Il a souligné que défendre l'indépendance de l'Arabie Saoudite était crucial pour les États-Unis. Pour contrer cette menace, les États-Unis ont mené une coalition internationale pendant la guerre du Golfe. En suivant la doctrine Carter, les États-Unis ont démontré leur volonté d'user de la force militaire pour sécuriser l'approvisionnement pétrolier mondial. Au cours de ce conflit, le gouvernement américain a puisé pour la première fois dans sa réserve stratégique de pétrole, libérant environ 34 millions de barils de pétrole pour stabiliser le marché. Durant les années 90 et le début des années 2000, la demande pétrolière américaine a poursuivi sa croissance constante. En 2005, elle a atteint un niveau record de 20,8 millions de barils par jour. À cette époque, l'Amérique importait environ 60% de son pétrole, le taux de dépendance record. Une grande partie de ce pétrole provenait de voisins comme le Canada et le Mexique, ainsi que de pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont le Venezuela, le Nigeria et l'Arabie Saoudite. Mais l'ampleur même de cette dépendance est devenue un enjeu politique majeur. En 2006, le président George W. Bush a déclaré que l'Amérique est dépendante du pétrole, soulignant l'urgence de réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers, notamment ceux de pays instables ou hostiles. À cette période, des éléments internationaux ont perturbé de nouveau les marchés du pétrole. La croissance économique rapide en Chine et en Inde a fortement augmenté la demande mondiale de pétrole, faisant grimper les prix. Au même moment, la production dans les anciennes régions pétrolières ralentissait ou stagnait. De 2005 à 2008, les prix du pétrole ont augmenté régulièrement, atteignant un record de 147 $ le baril à l'été 2008. Les Américains ont ressenti la douleur lorsque l'essence a dépassé les 4 $ le gallon au niveau national. Le public et les politiciens ont tous deux exigé des solutions. Beaucoup ont soutenu que l'Amérique pouvait forer pour sortir de cette crise, faisant de « forons, encore forons » un slogan populaire pour ceux qui réclamaient une augmentation de la production pétrolière nationale. Cependant, avant le début des nouveaux forages, une autre catastrophe est survenue. À la fin de 2008, le système financier mondial s'est effondré et a réduit drastiquement la demande d'énergie. Les prix du pétrole ont rapidement chuté, passant d'un record de 147 $ le baril à moins de 40 $ au début de 2009, offrant ainsi un soulagement temporaire aux Américains à la pompe. Pourtant, sans que les gens ne s'en rendent compte, une importante modernisation avait lieu discrètement dans l'industrie pétrolière américaine. Des années d'expérimentation technologique portaient enfin leurs fruits, transformant profondément le secteur énergétique américain. Au Texas et au Dakota du Nord, les entreprises combinent désormais deux méthodes anciennes, le forage horizontal et la fracturation hydraulique, ou fracking. Le forage horizontal débute par un forage vertical, puis à une certaine profondeur, le forêt s'incurve progressivement et continue latéralement à travers les formations rocheuses pétrolifères. Cela permet aux entreprises d'atteindre des gisements de pétrole horizontaux sous terre, couvrant de vastes zones avec moins de puits. Lors de la fracturation hydraulique, un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques est injecté à très haute pression dans le puits perforé. Cette pression intense crée de minuscules fissures ou fractures dans la roche souterraine. Une fois la pression relâchée, ces minuscules fissures sont maintenues ouvertes par les grains de sable, ce qui permet au pétrole et au gaz naturel piégé de s'écouler librement vers la surface. En 2009, la production pétrolière américaine, en déclin depuis 1970, a soudainement repris sa croissance. Elle a continué de croître chaque année sans s'arrêter. 2009 a marqué le début du boom du schiste, également connu sous le nom de Nouvelle Renaissance pétrolière américaine. En 2015, la production pétrolière américaine avait presque doublé depuis son plus bas niveau, de 2008 atteignant des niveaux inégalés depuis des décennies. En fait, en 2018, l'Amérique avait dépassé à la fois l'Arabie Saoudite et la Russie, redevenant ainsi le premier producteur mondial de pétrole brut. Ce revirement surprenant est dû à la technologie permettant aux entreprises d'extraire du pétrole de gisements auparavant jugés épuisés ou inaccessibles. Des régions comme le bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que la formation de Bakken dans le Dakota du Nord, ont ouvert la voie, produisant des millions de barils de pétrole par jour.
La hausse importante de la production américaine a considérablement modifié la situation des importations pétrolières des États-Unis. Durant les années 2010, les importations pétrolières ont drastiquement baissé. Les importations de pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis les années 1980 et ont poursuivi leur baisse constante. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole pour la première fois depuis longtemps, un revirement inattendu seulement une décennie auparavant. Concernant le pétrole brut, l'Amérique importait toujours plus qu'elle n'exportait, mais l'écart s'est nettement réduit. En 2023, la production américaine de pétrole brut a voisiné les 12,9 millions de barils par jour, proche d'un record historique. Les importations de pétrole brut étaient en moyenne d'environ 6,5 millions de barils par jour, tandis que les exportations atteignaient environ 4,1 millions de barils. Les importations nettes de pétrole brut s'élevaient à environ 2,4 millions de barils par jour, nettement moins que lors des décennies précédentes. En somme, l'Amérique produit maintenant la plupart de son pétrole sur son sol, ne dépendant que peu des importations. Mais il y a une raison pour laquelle les États-Unis ne peuvent pas complètement arrêter d'importer du pétrole. Et cela nous amène au point central de cette vidéo. Cela se résume à deux facteurs essentiels. La qualité du pétrole et les problèmes pratiques qui en découlent. Car il s'avère que tous les pétroles bruts ne se valent pas, et que l'indépendance énergétique n'est pas aussi simple que de simplement forer et l'utiliser. Le pétrole brut existe en diverses qualités et variétés, se distinguant principalement par leur densité et leur teneur en soufre. Si vous regardez de plus près, vous verrez que le pétrole brut est décrit comme léger, ou lourd, doux ou acide. Le pétrole léger est fluide, il s'écoule facilement, et produit beaucoup de carburants de grande valeur comme l'essence lorsqu'il était raffiné. Le pétrole lourd est épais et visqueux, avec plus d'impuretés. Plus difficile à raffiner, il peut produire d'autres produits comme le diesel et se vend souvent moins cher. Les bruts légers ont une faible teneur en soufre, ce qui est plus facile pour les raffineries et l'environnement, tandis que le brut acide contient plus de soufre et nécessite un traitement supplémentaire pour l'éliminer. Le pétrole de schiste américain est principalement léger et doux, avec une densité mesurée par la gravité American Petroleum Institute selon les géologues. Des chiffres plus élevés indiquent un pétrole plus léger. Le pétrole de schiste du Texas et du Dakota du Nord a généralement une gravité American Petroleum Institute très élevée, souvent supérieure à 40 ou 45, ce qui le rend assez fluide et facile à raffiner. Mais le pétrole traditionnellement importé par les États-Unis depuis des endroits, comme les sables bitumineux du Canada, la ceinture de l'Orénoque au Venezuela ou le Moyen-Orient, est généralement lourd et sulfuré. Avec une gravité American Petroleum Institute généralement inférieure à 30, ce pétrole importé est essentiellement l'opposé du pétrole de schiste léger provenant de champs comme le bassin permien. Cela peut sembler illogique au début, mais écoutez-moi attentivement. La plupart des raffineries de pétrole américaines, en particulier celles de la côte du Golfe et du Midwest, sont spécialement conçues pour traiter du brut lourd et soufré. Dans les années 80 et 90, la production mondiale de pétrole se tournait vers des bruts plus lourds. Les raffineurs américains ont alors investi des milliards dans des équipements spécialisés tels que des coqueurs, des crackers et des unités de désulfuration. Ces équipements transforment du pétrole lourd et de moindre qualité en produits à forte valeur ajoutée. Selon une estimation, près de 70% de la capacité de raffinage américaine est optimisée pour les bruts plus lourds. Ces raffineries peuvent également traiter du pétrole léger, mais elles ne sont pas optimisées pour cela. Leur unité de conversion sophistiquée fonctionne mieux avec du brut plus épais, et de moindre qualité nécessitant beaucoup de traitement. Si vous ne leur donnez que du pétrole ultra léger, ces unités coûteuses restent sous-utilisées, et la raffinerie produit plus d'essence que ce que le marché peut absorber, et moins d'autres carburants nécessaires. Donc, quand les champs de schiste américains ont débuté la production de grandes quantités de pétrole léger et doux, un décalage est apparu entre le type de pétrole extrait et ce que les raffineries étaient conçues pour traiter. Les raffineurs américains ont toujours besoin de brut plus lourd à mélanger avec le pétrole léger pour maintenir l'équilibre de leur production. Et comme le brut lourd était le plus facile à acheter à l'étranger, en particulier au Canada, les importations sont restées nécessaires. Dans les années 2010, le Canada est devenu le plus grand fournisseur de pétrole importé des États-Unis. Les sables bitumineux du Canada produisent un pétrole brut extrêmement épais et lourd. Le pétrole est si épais qu'il doit être mélangé à des huiles plus légères pour pouvoir circuler dans les oléoducs. Toutefois, les raffineries de la côte du Golfe américaine sont parfaitement équipées pour raffiner ce type de brut. En 2022 environ, 69% des importations de pétrole des États-Unis étaient des bruts lourds, dont 61% provenaient du Canada. D'ici le milieu des années 2020, près de 90% de tout le pétrole importé aux États-Unis était plus lourd que le pétrole de schiste typique produit localement dans des endroits comme le Texas. Le pétrole lourd importé et le pétrole de schiste domestique ne sont pas directement interchangeables. Ils se complètent lors du raffinage. Cela permet aux raffineries d'être plus efficaces,
de produire des carburants plus équilibrés et d'augmenter leurs profits, car le pétrole lourd est généralement moins coûteux. Il ne s'agit pas d'avoir besoin de plus de pétrole, mais d'obtenir le bon type de plus. Si les États-Unis avaient décidé de modifier leurs raffineries pour ne traiter que le pétrole léger et doux qu'ils produisent actuellement, ils auraient dû faire face à des coûts énormes et à des retards importants. Moderniser une raffinerie pour traiter un pétrole totalement différent est un effort coûteux de plusieurs milliards de dollars, et le retour sur investissement pourrait prendre des décennies, voire ne jamais se produire. Les raffineries parieraient essentiellement sur la disparition des approvisionnements en pétrole lourd, et sur le maintien d'une production abondante de schiste pendant des décennies. Et puisque le pétrole lourd est encore largement disponible, notamment au Canada, et que la production américaine de schiste peut être imprévisible, les raffineurs préfèrent mélanger du brut lourd et du brut léger. Tant que le brut lourd reste abondant et abordable, il est toujours moins cher et plus facile pour les États-Unis de continuer à l'importer. Il est donc logique que l'Amérique importe du brut lourd, n'est-ce pas ? Mais alors, pourquoi exporte-t-elle du pétrole en même temps ? Le boom du schiste a engendré un autre problème, une surabondance de pétrole léger. De 1975 à 2015, la loi américaine interdisait la plupart des exportations de pétrole brut, une règle instaurée pendant la crise pétrolière des années 70 pour protéger l'approvisionnement national. Mais entre 2014 et 2015, le pays produisait plus de pétrole brut léger que ce que les raffineries américaines pouvaient traiter efficacement. Sans exportation, les producteurs devraient réduire leur production. Après un débat assez intense, le Congrès a levé l'interdiction d'exportation en décembre 2015. Presque immédiatement, les expéditions américaines de pétrole brut léger ont commencé à partir des ports du Texas vers des marchés comme l'Europe et l'Asie. Les États-Unis importent actuellement environ 6 millions de barils de pétrole lourd par jour, tout en exportant parallèlement plusieurs millions de barils quotidiens de pétrole de schiste plus léger. Et au-delà de la simple composition chimique du pétrole brut, il y a une autre raison, très concrète, pour laquelle les États-Unis importent encore du pétrole. La géographie et la logistique. Parfois, le pétrole brut ne se trouve pas au bon endroit au bon moment. L'infrastructure pétrolière américaine, datant de plusieurs décennies, a été conçue selon les flux pétroliers historiques. Cependant, le système a été conçu pour acheminer le pétrole importé des ports côtiers, vers l'intérieur du pays, ou pour transporter le pétrole domestique d'Alaska ou de l'ouest du Texas vers d'autres régions. Mais le boom du schiste a bouleversé ce schéma du jour au lendemain, ajoutant d'énormes volumes de pétrole provenant de régions inattendues, comme le Dakota du Nord et Newfields dans l'ouest du Texas. Les infrastructures ferroviaires se sont adaptées à ce changement, mais des goulets d'étranglement subsistent, comme sur la côte est des États-Unis. Des États comme New York et la Pennsylvanie consomment beaucoup de carburants raffinés, malgré une faible production pétrolière et une capacité de raffinage limitée. Idéalement, ils pourraient simplement obtenir du pétrole ou des carburants raffinés du Texas ou de la côte du Golfe, mais les oléoducs reliant la côte du Golfe au nord-est sont principalement utilisés pour les carburants raffinés et sont souvent saturés. Le transport pétrolier maritime aux États-Unis est entravé par une autre barrière, la loi Jones. Cette loi impose le transport national de marchandises sur des navires américains, bien plus onéreux. Il peut être moins coûteux pour les raffineries de la côte Est d'importer du pétrole par pétrolier depuis l'Afrique de l'Ouest ou le Moyen-Orient, plutôt que de l'acheter au Texas ou sur la côte du Golfe. De même, il arrive qu'il soit plus économique d'importer de l'essence ou du diesel d'Europe que de s'en procurer localement. Ces défis logistiques et régionaux expliquent en là pourquoi certaines parties de l'Amérique dépendent encore en partie des importations étrangères, même si le pays produit globalement presque assez de pétrole localement. Le point essentiel est que les infrastructures énergétiques ne se transforment pas rapidement. Construire de nouveaux pipelines ou réorganiser les chaînes d'approvisionnement peut prendre des années en autorisation, en construction et coûter des milliards de dollars. Si nous décidons de n'utiliser que le pétrole américain partout, il faudrait une refonte massive du système. Des pipelines pour transporter le pétrole brut de la côte ouest vers la côte est, et de nouvelles raffineries dans diverses régions, entre autres. Je veux dire, c'est théoriquement faisable, mais extrêmement lent et sacrément coûteux. Un autre aspect important pour les infrastructures est la capacité de stockage et de réserve. Les États-Unis conservent des réserves stratégiques de pétrole pour les urgences. Sinon, les entreprises ne stockent qu'une quantité limitée de pétrole. Si les États-Unis tentèrent de couper complètement les importations, ils devraient compter uniquement sur la production nationale et les stocks existants. Le moindre contretemps, comme un ouragan dans le golfe du Mexique qui arrêterait temporairement la production pétrolière en mer ou endommagerait des raffineries, pourrait entraîner des pénuries dans certaines régions. Vous voyez donc comment l'importation de quelques millions de barils permet de maintenir l'équilibre. Par exemple, en 2019, une attaque contre les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite a temporairement paralysé une grande partie de l'approvisionnement mondial.
Bien que les États-Unis n'avaient pas un besoin direct du pétrole saoudien à l'époque, les raffineries américaines se sont tournées vers des importations alternatives lorsque les prix mondiaux ont grimpé, par précaution. De même, mi-2021, une cyberattaque a paralysé l'oléoduc Colonial, transportant du carburant raffiné de la côte du Golfe à la côte Est. Durant cette perturbation, les raffineries de la côte Est ont importé plus d'essence d'Europe jusqu'au rétablissement de l'oléoduc. Ces deux événements montrent comment la flexibilité des importations permet de stabiliser le système lors d'une crise imprévue. Compte tenu de tout cela, il est clair qu'utiliser uniquement son propre pétrole n'est pas une option viable pour les États-Unis. Le pétrole n'est pas une simple marchandise. C'est une partie d'un réseau mondial complexe impliquant de nombreux pays, des entreprises et des milliards de dollars d'infrastructures. Le système énergétique des États-Unis combine désormais la force nationale et l'intégration mondiale. En 2025, les États-Unis n'ont pas besoin de dépendre du pétrole importé, mais ils choisissent de le faire parce que cela a un sens économique. L'Amérique bénéficie d'avoir beaucoup de pétrole national pour sa sécurité tout en ayant accès aux approvisionnements mondiaux. Les décideurs politiques cherchent, pour le moment, à préserver cet équilibre fragile.